Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Bienvenue dans Héros minuscules. Je suis Jonathan Bellegroux. Je suis Camille Cerne. Depuis des années, j'accompagne des gens vers leurs rêves, qu'ils soient athlètes ou non, et j'entends les histoires de personnes incroyables, même lorsqu'elles sont anonymes. Et je suis toujours ému par les gens qui avancent dans la vie, malgré les hauts et les bas. Athlète de haut niveau en squash, ancien numéro 2 mondial et diplômé en journalisme, j'ai toujours été sensible à ce que nos rêves et nos convictions peuvent nous amener à réaliser qui que nous soyons. Ensemble, nous avions envie de mettre en lumière les héros du quotidien. Les humains qui transforment leur parcours de vie difficile en force et qui, armés de convictions solides, construites par leur parcours, en font de vraies réalisations pour eux et pour les autres. Pour nous, les histoires peuvent changer des vies et les modèles que l'on a peuvent élargir nos pensées. Alors quoi de mieux que de rencontrer de nombreux héros du quotidien et d'entendre leur histoire pour vous les partager. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité, de jolies histoires et d'inspiration. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Dans ce podcast, il s'agit d'humains pour ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Selon les sujets, ils seront nos hôtes à l'un ou à l'autre, et parfois ensemble. Dans des échanges décomplexés, sans filtre, simples. Embarquez avec nous dans l'aventure Héros minuscules dont vous faites déjà partie. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Pierre et Myriam, un couple hors du commun. Pierre, rescapé des attentats du Bataclan, et Myriam, son épouse, ont choisi de transformer une épreuve tragique en une aventure extraordinaire. Ensemble, ils arpentent le monde, bravant les défis du handicap avec leur projet Wild World. Du sommet du Kilimandjaro aux vastes étendues du désert de sel de Bolivie, en passant par la Namibie, le marathon des sables ou encore la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, Pierre et Myriam repoussent les frontières de l'accessibilité et de la résilience. Avec humour, simplicité et beaucoup d'amour, ils nous partagent leur vision élargie du monde et leur capacité à transformer chaque obstacle en tremplin. Dans cet épisode, découvrez un binôme incroyable, un couple qui redéfinit les limites du possible. Vous entendrez leurs défis, leurs victoires et comment ils ont fait d'un événement dramatique une force de vie inébranlable. Prêt à embarquer pour une nouvelle aventure inspirante ? Alors attachez vos ceintures et laissez-vous guider par Pierre et Myriam. Bonne écoute. Pierre et Myriam, merci beaucoup d'être sur le podcast Héros minuscules. Merci à vous. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. On a plein de choses à voir, on a plein de questions. En off, on a déjà commencé les questions en plus. On va essayer d'en reprendre quelques-unes. Déjà, nous, il y a une question par laquelle on commence fréquemment, c'est la météo intérieure. Quelle est votre météo du jour ? Alors, la météo intérieure est très bonne. Elle est un peu particulière parce que hier matin, on était encore à 30 degrés et on vient de rentrer à Paris où il fait un peu moins de 10. Mais bon, au moins, il y a du soleil, donc on est content, on est bien. Et voilà, au calme. Ouais, tout va bien. On est heureux d'être avec vous. C'est gentil. Et on avait envie de vous demander de vous présenter, mais l'un l'autre. Enfin, tu vois, Myriam, comment tu présenterais Pierre et vice-versa ? Ah, vengeance. Enfin, on me demande de présenter Pierre. Non, mais Pierre est un mec qui a 34 ans, qui est beau gosse, mais bon, je suis pas très objectif, c'est mon mari, qui est très solaire, avec un très beau sourire et plein d'optimisme. Et qui accessoirement est passé en fauteuil il y a quelques années et qui a réussi à en faire un truc très chouette. Voilà. Le sourire, moi je valide. Hein. Ouais. Depuis qu'on est rentré, on a été accueillis. Le côté beau gosse aussi. Hein. Bien sûr, évidemment. Comment présenter Myriam ? Myriam a 34 ans. C'est une belle gosse. Et Pas obligé de répéter tout ce que j'ai dit. Hein. t'as dit quoi déjà ? Ah oui, donc c'est une belle gosse. Elle est pétillante. Bon, sans elle, on n'en serait pas là. Et ouais, je vais te faire pleurer, tu vas voir. Essaye. Et non, mais oui, clairement, enfin, sans son soutien infaillible depuis le premier jour, on n'en serait pas arrivé là. Et justement, on va en parler de là où vous êtes arrivé. Mm-hmm. Bon, là, on est chez vous et vous venez d'arriver de 3 mois de... Voyage. Enfin, pas 3 mois de voyage, mais ça fait 3 mois que
Vous êtes de partout, quoi. C'est ça, Donc, on vit un peu entre deux valises, ouais. Comme des sportifs de haut niveau. C'est ça, avec un peu moins d'intensité peut-être, mais en tout cas... Oh là non, je crois pas, on va en parler, mais à mon avis, l'intensité... Bah alors, racontez-nous, vous avez fait quoi ces 3 derniers mois? Alors, ces 3 derniers mois, déjà, on a assisté avec un grand plaisir aux Jeux paralympiques de Paris, qui ont été assez intenses pour nous et une belle aventure. C'était très très cool. Et puis ensuite, on est parti de Paris. On a commencé par faire un bout du Danube à vélo, où on s'est mangé les plus grosses inondations depuis 100 ans en Europe centrale. Donc du coup, on devait faire 6 jours de vélo. On en a fait 4. Et puis en fait, le 4e jour au soir, il y avait 2,50 m d'eau sur la piste cyclable. Donc on a dû arrêter, malheureusement. Mais voilà, prendre un c'était, kayak, quoi. Ouais, alors un bon raft. Un bon raft, on je l'aurait pas pense. fait. Vu le courant et les barrages réguliers du coup sur le Danube, je pense que c'était pas une bonne idée. Mais voilà, donc c'était une belle expérience. On a pédalé pendant 4 jours sous la pluie, 3 jours sous la pluie, allez. Donc Trempé voilà. jusqu'à l'os. Mais c'était fun. Pas le temps de faire sécher les fringues pour le lendemain. Ouais. Et tu dis, c'était quand même une belle aventure. Hein. C'est quand même une très belle aventure. Franchement, c'est canon. En vrai, c'est canon. À faire, Ouais, absolument. le spot est magnifique. Enfin, tout le long, c'est plat. Et tu profites de fou, en fait. Et les pistes cyclables sont hyper bien faites. Donc, c'est vraiment très chouette, ouais. Ouais. Donc ça fait une aventure, mais parmi plein d'autres. Et en gros, toutes ces aventures-là, elles sont nées comment, cette envie d'aventure? L'envie d'aventure, elle est née dans le sens où nous, on était passionnés de voyage avant que je passe en fauteuil. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant et qu'on puisse plus voyager. Du coup, on a commencé à chercher comment le faire, etc. Et on a trouvé assez peu d'informations. Et quand on est parti pour notre premier séjour, on est parti au Canada en 2017. Et là, on en a un peu chié dans le sens où on a fait que de la ville, on a fait très peu de nature, alors que nous, on adore la nature. Et du coup, quand on est rentré complètement explosé, moi j'ai fait un séjour avec l'association Comme les autres, donc fondée par Michael Jérémias, qui te permet de, quand tu es blessé médulaire, donc au niveau de la moelle épinière, ils te permettent de découvrir qu'en fait la vie en fauteuil n'est pas une fin en soi, et tu peux continuer à faire plein d'activités, découvrir plein de choses. Et suite à ça, on est parti en voyage de noces aux États-Unis. Et là, on a découvert que le voyage était en effet très accessible, parce que les États-Unis sont un pays très accessible. Les États-Unis est un pays, c'est un pluriel, ça marche. Et en fait, quand on est rentré de là, on s'est dit il faut qu'on puisse montrer que le voyage est accessible, et donc on a créé un petit média de l'aventure qui s'appelle Wild World. Et voilà. Et après, on a commencé à chercher à voir comment est-ce qu'on pouvait partir en tour du monde, et on a plein de choses à raconter. Plein de choses à raconter, et enfin, vos contenus, vos photos, vos vidéos, enfin, c'est juste magnifique. C'est vous qui les faites vous-même? Ouais, c'est nous qui les faisons. On a été associés pendant pas mal de temps à Nico, qui est un pote qui était photographe avec beaucoup de talent. Donc ça a été un peu la pression de reprendre la suite derrière. Mais du coup, depuis 1 an maintenant, c'est plutôt moi qui fais les photos et vidéos, Pierre écrit les articles. Et voilà, donc c'est assez cool. C'est vrai que quand on voit ça, déjà, on fait ah ouais, moi je veux y aller. C'est vrai que Il faut y aller. Alors, tu viens de parler de l'association de Michael Jérémias, que toi tu connais aussi, Camille. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On embrasse, ouais, bisous. Je crois qu'il y a une particularité sur cette asso, c'est que en fait, tu as dû y aller sans Myriam. Ouais, c'est ça, exactement. Les proches ne sont pas conviés. Les proches ne sont pas conviés, et Ouais. ça sert à quoi? Ça sert, en fait, quand t'es blessé médulaire, et Myriam est deg de pas être là sur ces jours. Attention à ce que tu vas dire. Non, mais en fait, le cocon familial fait que quand tu passes en fauteuil, tout le monde veut faire attention à toi, tout le monde veut te protéger, entre guillemets, même si Myriam n'a pas cherché à faire ça tout de suite, mais c'est toujours le petit côté « Ah, attends, je vais t'aider, je vais te donner ça, etc. » Et en fait, l'objectif de l'association, c'est justement t'emmener en séjour quelque part. Donc c'est souvent en France. Moi, j'ai eu la chance de partir à Marrakech. Et en fait, pendant 1 semaine, tu vas vivre des sensations fortes, des activités. Donc, tu es allé faire du kayak, de la tyrolienne, etc. Et là, t'es en coloc avec quelqu'un que tu connais pas dans ta chambre. Et généralement, un valide, si jamais toi, tu as des petits soucis, etc., de transfert et autres, il est là pour te filer un coup de main. Mais le valide n'est pas là en tant qu'aidant. Il est là en tant que je vais vivre la même chose que la personne au fauteuil, ou m'ouvrir un peu les chakras, et de manière à voir que justement
le fauteuil est pas un problème, tu peux quand même vivre des trucs chouettes. Et en fait, comme ça, quand tu rentres chez toi, ça te permet d'avoir vu tout ce que tu pouvais faire. C'est la première fois que je prenais un escalator quand on était à l'aéroport parce que l'ascenseur était trop lent. Je passais des marches. Et en fait, c'est toutes ces choses-là que tu fais pas en centre de rééducation. Et ce qui manque un peu d'ailleurs. Et comme ça te permet justement de repartir de là ensuite avec un nouvel œil sur ta vie en fauteuil et te dire que en fait, on va pouvoir faire plein de trucs. C'est du coup, ça te bouge la perspective des personnes autour de toi quand tu reviens. Mais toi, ça te prouve aussi des trucs, j'imagine. Ah bah oui, c'est clair que quand on est revenu de là, je dis à Myriam, non mais en fait, la vie va être cool, quoi. Et non mais c'est vrai. Mais en effet, après, je peux comprendre. Enfin, Myriam était hyper triste de ne pas pouvoir être là parce qu'en fait, le déclic que j'ai eu, c'est le seul, et c'était le plus important. Et elle n'était pas là. Et en fait, je pense qu'il y avait un peu de ça qui était un peu difficile pour toi quand j'étais là-bas parce qu'en fait, c'est hyper dur de retranscrire, de transmettre ah bah tiens, j'ai fait ça, et t'es là, mais c'est cool, mais enfin, je l'ai pas vu, et je sais pas comment toi tu l'as. Ah, c'est pour ça t'es un peu deg. Ouais, c'est ça, j'étais un peu deg. Bon, après, je me suis bien vengé parce que du coup, c'est moi qui ai lancé l'idée du tour du monde, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais effacer l'ardoise de la semaine qu'on n'a pas passé ensemble et on va vivre un maximum de trucs. C'est que pour ça, hein, sinon on l'aurait pas fait. Le côté un peu extrême de. T'es parti une semaine à Marrakech? Très bien. Bon, bah maintenant, vengeance, tour du monde. C'est ça, on va partir 14 mois, tu vas bien prendre cher, tu vas voir si on peut pas faire des activités, tu vas rigoler. Et du coup, toi, quand tu l'as vu revenir, ce déclic, tu l'as perçu comment? Tu l'as accueilli comment? Bah, j'avoue que c'était un peu étrange parce qu'effectivement le séjour, je crois que c'était en novembre 2017 il me semble, et nous vraiment on revenait du Canada et en fait comme disait Pierre, on en a chié, mais c'était dur psychologiquement en fait le Canada, parce que la première fois qu'on y est allé, heureusement on y est retourné depuis, pareil, vengeance, mais tu vois, on avait vraiment l'impression d'être très contraint, de pas pouvoir faire grand chose, et en plus il y avait cette immense fatigue d'avoir trop de matos. Et c'était moi qui chargeais la voiture et machin et tout. Donc en fait, je suis revenu de vacances, j'étais rincé. Et du coup, il y avait un truc vraiment dur. Et en fait, 3 mois après, il y a eu ce déclic où Pierre il me disait, mais en fait, je peux tout faire. J'ai fait du kayak, j'ai fait de la tyrolienne avec mon fauteuil. Enfin, et du coup, moi, j'étais à distance, novembre à Paris, il pleut et tout. Et j'étais un peu genre... ça aurait quand même été cool, tu vois, de pouvoir profiter de ce truc-là. Après, c'était chouette parce que justement, quand on a... Enfin, tu vois, moi, j'ai vu les photos, les vidéos et tout, je me suis dit, ok, donc il y a vraiment des trucs qui sont faisables sans trop se mettre de barrières. Donc, faut peut-être qu'on arrête de s'en mettre, en fait. Et quand on a planifié notre voyage suivant pour les parcs de l'Ouest américain, typiquement, on a vraiment regardé tout ce qui existait comme activité et on s'est dit, c'est pas noté accessible, mais on va quand même essayer, quoi. Et ça, du coup, le déclic s'est un peu propagé suite à ces jours-là. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, ouais, en fait, il faut que ce déclic soit généralisé. Donc, il faut donner de l'info pour rassurer les gens et qu'ils osent voyager. Et c'est en expérimentant qu'ils vont apprendre et qu'ensuite ils vont faire de plus en plus de choses, quoi. Comme ça a été le cas pour nous. Ouais, c'est ce que je disais à Jonathan hier, c'est que vous auriez pu garder tout ça pour vous, enfin vous faire juste kiffer vous, et en fait non, vous avez envie de transmettre et de partager aussi tout ce que vous faites. Ouais, c'est hyper important pour nous. En fait, de base, quand on est parti en tour du monde, on s'est pas dit on va se faire un kiff de vacances d'1 an. Alors, évidemment, c'était un kiff. Enfin, tu vois, je veux dire, je vais pas me cacher, je vais pas faire semblant que c'est du pur altruisme parce que ce serait complètement con et puis c'est complètement faux. Mais du coup, il y avait quand même cette idée de projet. Tu vois, on a tout de suite dit, on va faire un blog, on va faire quelque chose, etc. Et c'était vraiment cette envie de se dire que quand quelqu'un passe en fauteuil, le doute qu'on a eu, nous, sur la faisabilité, tu vois, la continuité de ce qu'on aimait faire, on n'a pas envie que les gens l'aient, en fait. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des exemples sur Internet notamment qui montrent que c'est pas parce que tu es en fauteuil que tu peux plus rien faire. Et on avait envie d'être un de ces exemples-là, parce que maintenant, il y en a des milliers, en fait, des gens qui sont sur Insta et qui montrent que la vie en fauteuil peut être cool. Mais du coup, on voulait vraiment avoir ce message-là, quoi. Et j'ai trop de questions encore. Parce que tu viens de me lancer sur ces milliers de personnes qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que justement vous voyez, vous, des modifications dans l'accessibilité par rapport au voyage, justement, depuis que vous êtes lancé?
Il y a des améliorations. Tout n'est pas parfait, évidemment, etc. Mais après, ça dépend des pays. Nous, en France, on a souvent cet exemple. On est quand même un peu à la traîne sur pas mal de choses. Mais pour prendre le train, c'est hyper accessible. Tu as des tarifs avantageux en fonction des destinations où tu vas. L'avion, c'est encore autre chose. C'est pas le même type de transport. Il y a toujours la peur dans l'avion de comment mon fauteuil va être traité vu qu'il va dans la soute. Donc tu sais pas comment est-ce qu'il y est mis, tu sais pas comment est-ce qu'il en est sorti, etc. Vu que ça dépend des équipes au sol. Mais voilà, après il y a des changements dans les hébergements, etc. Là, on revient de Namibie. Le pays est hyper accessible. Tous les hébergements ont un chalet accessible. Enfin, c'est assez improbable d'aller si loin dans un pays où il n'y a pas grand chose et en fait tu trouves de l'accessibilité un peu partout, donc ça c'est vraiment extraordinaire et en fait oui on a juste envie de pouvoir le crier un peu partout comme quoi voyager est possible et faire en sorte que les personnes qui ont eu peur une fois réarrivent à nouveau à repasser le pas et c'est ça qui est le plus important parce qu'en fait on a énormément de personnes qui écrivent sur Insta et qui nous disent moi j'ai eu un petit pet sur ma roue, j'ai plus envie de voyager, je sors plus de chez moi, etc. Donc c'est comment est-ce que tu redonnes confiance aux personnes de pouvoir se dire en fait je peux repartir, je peux même aller à 1 heure de chez moi, il va se passer un truc cool et, c'est ça qui est le plus difficile. Ouais. Et je trouve que autant, alors l'accessibilité sur le côté infrastructure, c'est long à faire bouger, dans certains pays plus que dans d'autres, mais en réalité, il y a quand même des choses qui sont faites aussi en France, notamment dans le domaine du tourisme, tu vois, qui évoluent positivement. Mais je trouve que ce qui est vraiment cool ces derniers temps, et je pense que les Paralympiques vont aussi accélérer ça, enfin, en tout cas je l'espère fort, c'est que tu as plein de gens qui commencent à prendre conscience de l'importance de rendre accessible leurs services, y compris dans le monde de l'aventure, ce qui est pour le coup très nouveau. Et tu vois, nous, les partenaires avec lesquels on bosse, enfin nos clients, en fait, bah, c'est ouf parce que c'est des gens qui sont volontaires dans ces démarches-là. Enfin, je pense à l'agence Nomade Aventure, tu vois, on est en train de concevoir avec eux toute une offre de séjour d'aventure PMR. Et ça, bah, c'est nouveau, mais c'est hyper encourageant. Parce qu'en fait, si les gens qui font de l'aventure se disent il faut qu'on l'ouvre à tout le monde, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un vrai enjeu et que bah, les gens qui sont en fauteuil, ils ont aussi des envies, que c'est un vrai marché d'ailleurs, by the way, donc c'est important aussi de le viser, tu vois, mais qu'ils ont aussi des envies de ça et qu'ils n'ont pas envie de se cantonner à des villes et à du béton, tu vois, bien carré, etc. Donc c'est hyper cool. Et c'est pareil, voilà, c'est pareil pour bah, le groupe Accor avec lequel on bosse beaucoup, ils sont hyper investis sur le sujet. Et puis bah, le marathon des sables plus récemment, tu vois, où là tu passes encore dans le truc d'après, c'est que tu prends le monde de l'ultra qui de base est pas du tout accessible et tu t'envoies une nouvelle perspective, un nouvel angle, quoi, donc c'est hyper cool. Et ouais, parce que là pour les auditeurs, en fait on parle de voyage, si on reprend un peu la ligne, alors évidemment en 2015, toi Pierre, tu t'es blessé au Bataclan, vous en avez parlé beaucoup, vous avez écrit un bouquin là-dessus, enfin entre autres, et derrière il y a c'est plus que le voyage finalement, vous vous êtes relancé là-dessus comme vous venez de nous le partager, mais plus que des voyages, vous faites des aventures, c'est-à-dire qu'en fait on parle pas de petits voyages à New York ou Boston, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes allé faire le Kilimandjaro, vous avez traversé la Nouvelle-Zélande, vous êtes allé dans le désert le désert de sel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en Bolivie, ouais. En Bolivie. Le Machu Picchu. Yes. Le Machu Picchu aussi. Genre, là, il n'y a pas d'escalator, Pierre. Hein. Non, il n'y a pas d'escalator. Pas les masses. Je sais pas si tu as été briefé. Enfin, on est sur carrément des experts, quoi. Vous n'êtes pas des voyageurs, en fait. Vous êtes des aventuriers. Ouais, je pense qu'on a un peu des deux, en vrai. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. On est aventurier dans le sens où on va sur des sentiers qui ont été balisés pour des valides, par des valides, et en fait, il n'y a pas de personne en fauteuil qui est allée, ou très peu. Et du coup, c'est un peu notre objectif, c'est d'aller explorer des sentiers non balisés, et enfin, il y a des traces, hein, mais de juste nous aller voir si c'est faisable en fauteuil, et ensuite on dit aux autres, si vous voulez y aller, on est allé jusque là, parce que là c'était facile, ou il faut tel équipement pour pouvoir réussir à y aller. Mais voilà, on est explorateur à notre niveau, on va dire. Ouais. Et après, on essaye aussi de faire un peu des deux, parce que pour nous, c'est hyper important que sur le média qu'on a créé, il n'y ait pas que des trucs de malade, tu vois. L'objectif, c'est pas que quelqu'un qui est en fauteuil, il se dise non, mais ça c'est inatteignable parce que déjà tout le monde n'a pas envie d'aller faire le Kilimandjaro pour commencer. Ouais. Et puis l'idée, c'est pas de dire qu'il faut toujours t'épuiser et te défoncer pour réussir à faire des trucs cool. Et donc du coup sur Wheel World, justement, il y a les deux. Il y a le truc de là, je sais pas, on est parti en Catalogne il y a pas longtemps. C'était un séjour qui était franchement accessible. Alors on a fait du voilier, des trucs et tout, un peu cool, un peu outdoor.
Mais pour autant, c'est super accessible. Donc, tu peux faire des vacances reposantes en allant sur notre blog. T'es pas obligé de faire que des trucs complètement éclatés, quoi. Ouais, parce que j'ai des images en tête de vous dans un espèce de pierrier, toi devant en train d'aider Pierre en train de le tirer, puis toi en train de bourriner sur les bras. Enfin, d'un côté, ça fait ok, non, mais Mike Horn, en fait, c'est un poussin à côté, quoi. Ah bon, on lui dira, ça va lui faire plaisir. Oui, mais on en passera aussi. Et en même temps, effectivement, il y a ce contraste. Donc, est-ce que justement, au niveau de l'aspect aventure, il y a des choses auxquelles nous, on pense pas, Valide, tu vois, tu parlais de l'avion. Tu vois, il y a des contraintes auxquelles nous, on n'a aucune idée. C'est quoi les contraintes, justement, que vous rencontrez le plus? Les contraintes qu'on rencontre le plus, ça va être au niveau du terrain. Enfin, parce que quand t'es valide, t'as des racines, des rochers, etc. Tu t'en cognes un peu. Enfin, tu passes par dessus. Alors que quand t'es en fauteuil, il faut trouver le bon chemin justement pour passer. Il faut peut-être qu'il va falloir sortir un peu du sentier parce que ça va être plus praticable et trouver le bon équipement. Donc, moi, j'ai des roues cross, donc c'est un peu des roues VTT, on va dire, que je peux mettre sur le fauteuil. J'ai une petite roue avant de manière à passer plus facilement par-dessus les cailloux. On a un harnais d'expédition polaire, donc le même que Mike Horn, et avec des cordes, et je remplace la Poulka par mois. Et en fait, c'est à chaque fois, c'est des systèmes D qu'on trouve parce que justement, quand tu es en fauteuil, il faut trouver des solutions parce que les équipements coûtent extrêmement cher quand tu veux pouvoir partir un peu à l'aventure, que ce soit un vélo, un handbike, donc pour pédaler avec les bras, ça peut coûter dans les 6 000 euros. Un fauteuil même de sport, ça coûte aussi cher. Donc après, il y en a qui essayent de démocratiser un petit peu ces fauteuils-là, donc ils arrivent à faire baisser un petit peu les prix. Mais aujourd'hui, même nous, quand on va courir, faire juste de la course à pied, en fait, quand tu es valide, tu achètes une paire de chaussures à 60 balles. Le fauteuil d'athlète, il coûte un peu plus cher, quoi. 60 balles la paire de chaussures. Si tu vas chez Decathlon et que tu prends le premier prix, je pense que tu arrives là. Et voilà. Oui. Non mais voilà, non, mais après ça peut coûter jusqu'à 300 balles maximum. Un fauteuil d'athlète, c'est 6 000 euros. Donc voilà, c'est ce genre d'infrastructure et de comment tu fais pour aller faire du sport quand tu es en fauteuil. Et donc ça, c'est un peu les écueils, les gros écueils qu'on voit aujourd'hui. Mais ouais, donc nous, c'est pour ça qu'on essaye de trouver des systèmes. Le harnais, ça coûte moins cher et ça te permet quand même d'avoir un effort commun et d'être à deux dans l'aventure. Et après, en effet, tu arrives sur une rando et il y a écrit point de vue, 1 demi-heure. Nous, on met 2 heures, quoi. C'est vrai que c'était une de mes questions, le côté financier. Mine de rien, ça peut être un frein pour certaines personnes même qui seraient motivées, mais qui n'ont peut-être pas les moyens. Ouais, clairement. De toute façon, le côté financier, c'est un éternel problème pour le sujet handicap. Faut savoir qu'un fauteuil, quand il est un peu maniable, un peu léger, un peu solide, en fait, un fauteuil du quotidien, ça coûte assez vite 10 000 balles. Voilà, donc ça, c'est un peu la base. Donc effectivement, on parlait de la problématique de quand ils sont cassés dans l'avion. Encore une fois, ça arrive quand même de moins en moins, sincèrement. Mais c'est vrai que si tu pètes ton fauteuil, c'est considéré comme un bagage, donc tu es dédommagé à hauteur de 200 euros. Toi, quand il coûte 10 000 balles, c'est compliqué. Ouais. Déjà, il faut pouvoir l'acheter de base, et en plus, faut pouvoir le racheter si jamais il y a un problème, ou le faire réparer en tout cas. Ouais, donc, selon le pays, je sais pas, ouais. C'est peut-être pas évident. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que le deuxième truc qui est compliqué dans l'aventure en fauteuil, c'est qu'en gros, si tu veux vraiment t'adapter à chacun des terrains, quelque part, tu vas souvent avoir besoin d'un fauteuil par type d'activité ou par type de terrain. Et donc, il y a un moment, il faut que tu réussisses à te les faire prêter ou louer parce qu'en fait, tu peux pas acheter déjà en termes de place. Enfin, il faut avoir un 400 mètres carrés pour stocker. La place, tu vas pas, pas pousser les murs, quoi. Non, c'est compliqué. Et puis derrière, effectivement, il faut pouvoir les acheter. C'est-à-dire que le moindre équipement sportif coûte entre 2 000 et 6 000 euros facile, tu vois. Donc effectivement, tu peux pas t'acheter un fauteuil par usage, c'est impossible. Et donc, soit il faut trouver des trucs qui te le prêtent ou qui te le louent, soit, faut réussir à te dire, ok, je vais avoir un fauteuil qui va me servir à X activité, même si c'est pas parfait, au moins, j'essaye de faire au mieux, quoi. Et puis après, tu fais ce que tu peux avec, tu vois. Mais c'est ça qui est le plus dur, parce que justement, le fait de se dire, est-ce que je vais pouvoir le louer ou qu'on me le prête, mais il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui référence des endroits où tu peux
te faire prêter un fauteuil de ski, ou c'est à toi de trouver sur internet, taper fauteuil de ski location. Donc là tu vas avoir peut-être une asso qui gère, qui est sur 4 stations, et donc là tu vas peut-être pouvoir trouver le truc, ou alors il faut passer par l'ESF ou prendre des cours, et donc le cours évidemment ça va être du cours particulier, donc ça va coûter plus cher qu'un cours, parce que tu peux pas faire des cours à 15 fauteuils avec un seul prof, hein, sinon t'as tout le monde qui est par terre assez rapidement. Mais voilà, et après pareil pour les fauteuils tout terrain, etc. Comment est-ce que tu vas trouver la petite asso qui va pouvoir te le prêter ou t'organiser une sortie? Et ça n'existe pas encore aujourd'hui. Sachant qu'autant pour les fauteuils de ski, ça commence à se démocratiser un peu. Autant pour les autres sports, effectivement, enfin les fauteuils tout terrain, etc. C'est quand même, c'est compliqué. Et puis t'as des questions de taille aussi. Tu vois, louer des skis, globalement c'est assez simple. Louer un fauteuil de ski, c'est-à-dire que la coque, il faut qu'elle soit à la bonne taille, que tu sois bien dedans, etc. Que t'aies pas de marque, tu vois, que t'aies pas de risque de blessure et autres. Enfin voilà, c'est un petit peu plus complexe que de juste louer du matos classique, on va dire. Et ouais, mine de rien, il y a plein de choses auxquelles on pense pas au départ, quoi. Et du coup, vous, ça vous fait beaucoup de logistique. Enfin, j'imagine, tu dis c'est toi qui vas chercher sur Internet, qui tape pour louer ou avoir... et puis vous avez peut-être pas forcément les contacts au départ. Enfin, c'est ça qui doit prendre du temps aussi. Ah mais c'est clairement une petite charge mentale, hein, que ce soit de partir en vacances. Quand on est parti en tour du monde, on a fait 3 mois et demi en Amérique du Sud. J'ai passé 3 mois à réserver les hébergements, parce que justement quand tu es en fauteuil et que tu vas si loin, en fait t'as pas le petit truc de tiens, je vais rester une nuit de plus. Et parce que justement tu sais pas où est-ce que tu vas dormir après. Si tu sais pas où tu vas dormir après, c'est sûr que ton voyage il change un peu, parce que tu vas pas dormir chez l'habitant. Et donc tu essayes de trouver le logement qui va le mieux correspondre, et en fonction des destinations, il y a des gars qui sont assez sympas pour te faire des vidéos, te les envoyer par WhatsApp, calculer la taille de l'ascenseur, calculer la taille des portes. Ouais. Donc ça c'était vraiment trop cool. Mais voilà, il y a une vraie difficulté de préparation de voyage qui fait que en fait il y en a pas mal qui se disent en fait c'est trop compliqué, c'est trop long, etc. Donc c'est pour ça que par exemple le partenariat avec Nomade Aventure est hyper important pour nous, parce que justement une personne, là les voyages qu'on met en ligne, qu'on a créés nous, en fait une personne va pouvoir cliquer sur le bouton réserver, elle sait que les hôtels vont avoir été testés par nous, et elle va pouvoir cliquer et ne pas se poser de questions en fait. Ouais, c'est ce qu'on a vu, c'est génial. Du coup, justement, aujourd'hui, en fait, votre job, comment est-ce que vous fonctionnez? Parce que on parle ça fait 2 fois qu'on parle de Nomade Aventure, par exemple. Ouais. En fait, du coup, notre job, donc globalement, c'est beaucoup le média. Donc, en gros, on est créateur de contenu sur les réseaux sociaux et sur le blog. Donc, on fait des photos, des vidéos et des articles. Et en gros, on bosse avec des destinations touristiques majoritairement qui nous accueillent pour valoriser leurs initiatives inclusives et ce que tu peux faire sur place. Et donc, nous, on prend des photos, etc. On les met sur nos réseaux ou on leur vend pour qu'ils le mettent eux sur leur site, etc. Et que les gens qui vont sur le site internet trouvent des informations sur l'accessibilité. Donc ça, c'est la base de ce qu'on fait. On est aussi conférencier et on fait aussi du conseil justement pour aider les acteurs du tourisme à mieux accueillir les personnes en fauteuil roulant. Et en fait, c'est trop cool parce que ça fait quelques années que les gens nous écrivent en disant « Ah, mais du coup, vous voulez pas organiser des voyages et tout ?» Et en vrai, nous, c'est complètement au-delà de nos compétences et puis on n'a pas le temps, en fait, on peut pas tout faire. Et du coup, c'est trop bien parce que on est rentré en contact effectivement avec Nomade Aventure, donc qui est un des acteurs majeurs du voyage d'aventure en France. Et ils ont tout de suite eu envie de bosser avec nous pour créer justement cette offre PMR. Et donc en gros, eux, ils sont experts des destinations et des expériences qu'il y a à vivre sur place. Nous, on est experts côté accessibilité. On a formé leurs conseillers pour mieux accueillir du coup les clients en situation de handicap. Et en parallèle, on crée avec eux des séjours, donc avec leurs experts destination, on crée des séjours et on fait en sorte que ce soit des séjours 100% adaptés, qu'on a testé nous. Ou alors on relie les séjours que eux ont créés pour rajouter de l'aventure, vérifier que c'est tout bon, que ça va être bien pour quelqu'un, etc. Donc en gros, on a vraiment en même temps le blog où les gens qui veulent pas payer une agence parce que ça arrive ou qui n'ont pas forcément les moyens vont pouvoir aller trouver de l'information pour planifier eux-mêmes leur voyage. Et pour les gens qui ont la possibilité et qui ont envie de s'enlever cette fatigue et cette charge mentale de préparation, et du coup on crée des séjours. Et derrière, ils peuvent aller effectivement... alors c'est un peu plus que cliquer sur un bouton, parce qu'après, le conseiller voyage va prendre le relais et va vraiment dimensionner le truc pour faire un truc sur mesure.
Mais effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de dire, moi, je m'occupe de rien, je paye Nomade Aventure. Le séjour a été testé, validé par des personnes en fauteuil qui savent quoi checker avant d'envoyer des gens là-bas. Et donc, je peux y aller sereinement. Et ça veut dire que ces voyages-là peuvent aussi être accessibles pour des familles, avec par exemple un enfant en fauteuil, vous les pensez autant pour des adultes que pour des enfants, des ados Ouais, bien sûr. Bah, sur le principe, à partir du moment où il y a quelqu'un en fauteuil, ça fonctionne. Donc, peu importe qui est en fauteuil, en fait. Le seul truc qu'il faut regarder, c'est effectivement que les chambres PMR soient bien des chambres familiales, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, voilà, on essaye de trouver au maximum. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours le truc un peu compliqué. C'est-à-dire que souvent, il y a des chambres PMR, mais du coup, c'est des chambres doubles ou des chambres simples. Il n'y a pas forcément les chambres familiales qui sont adaptées. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a plein de parents qui sont en fauteuil et qui veulent pouvoir dormir avec leur gosse comme n'importe qui, en fait. Et en vrai, tu vois, il y a un petit chemin à faire aussi du côté des hébergements, des hôteliers pour se dire, OK, mon service au global doit être accessible et pas que sur telle gamme ou pas que sur tel type de chambre, etc. Ça vient. Ouais, vraiment incroyable. Et il y a des destinations où clairement vous avez été reçu comme mais qu'est-ce qu'ils font là mais un fauteuil ici. Moi, je pense que toutes les destinations Amérique du Sud, etc., c'est un peu ça en fait. Dès que tu sors des pays anglo-saxons ou des pays européens, là, enfin, les pays anglo-saxons sont eux très accessibles, donc en fait, quand on te voit dans la rue, personne te pose de questions. En Europe, non, il n'y a pas trop de choc, mais dès que tu arrives dans les pays soit un peu moins développés, etc., en fait, dans ces pays-là, tu vois pas les personnes au fauteuil, parce que justement, elles sont un peu cachées par les familles, parce que c'est un peu la honte d'avoir une personne au fauteuil. Et quand toi, t'es touriste, en fait, t'es reçu comme un pacha, tout le monde vient t'aider, tout le monde a envie de comprendre pourquoi t'es là, etc. Donc c'est chouette quand t'es touriste. Ça doit être un peu moins quand t'habites sur place, mais ouais, non, c'est... En fait, dès qu'on arrive dans un endroit où même un valide est un peu en train d'en chier, ils sont toujours là, mais attends, mais lui, il est là. Attends, il n'arrive pas à avoir le point de vue. Attends, on va lui filer un coup de main, quoi. Et donc ça, c'est hyper chouette. Ça crée toujours des liens assez forts avec des gens que tu rencontres sur le moment. Donc c'est assez cool. Et ils se plient en 4 pour te faire grimper à un rocher alors que toi, t'avais rien demandé. Et c'est assez chouette de... L'humain reprend le dessus, en fait, quand il y a une personne au fauteuil qui débarque dans un endroit un peu compliqué d'accès. Les personnes ont trop envie d'aider, en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans les voyages qu'on fait. Le dernier en date, c'était quand même assez drôle. Du coup, c'était la semaine dernière. Et on était en Namibie. Et on est allé du côté de Sossusvlei et tout ça, genre désert du Namib. Où t'as des immenses dunes, mais c'est du sable mou, quoi. Quand tu marches dedans, tu t'enfonces jusqu'au mollet. Et en fait, nous, on s'est dit, vas-y, il y a des dunes, viens, on va jouer, quoi. Et du coup, on était avec 2 guides qui nous ont aidés, Mathieu et Serge, qui ont été complètement ouf. Il fait 40 degrés, tu vois, il y a un cagnard de ouf, il n'y a pas d'ombre, machin. Et on commence à monter la dune et tout. Et les gens, ils nous regardaient, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Tu sais, nous, on s'enfonçait, on avait des mud tracks, donc des trucs pour te sortir du sable quand t'es en bagnole, qu'on essayait de mettre devant le fauteuil de Pierre pour essayer et tout, mais genre, ils partaient à droite, à gauche, parce que t'es vraiment sur l'arête de la dune. Et vraiment, les gens, ils nous regardaient, ils étaient, mais ils sont complètement cons, ceux-là. Enfin, vraiment, genre, t'as pas vu que c'était pas accessible, quoi? Je sais pas, fais demi-tour, tu vois. Et c'était très drôle. En vrai, c'était très drôle. On en a un peu chié, mais c'était vraiment marrant. Franchement, c'était cool. Mais du coup, au retour, on arrive sur le lac asséché, donc les arbres morts, tout est trop beau et tout. Et au retour, on demande un coup de main, parce que là, il faisait quand même 40 degrés alors qu'il était 10h du matin. Et il y a un Américain qui était là, bien sûr, attendez, je vais vous filer un coup de main. Et le mec nous aide un peu, puis s'en va. Puis il nous revoit, il dit bon, je reviens parce que bon, c'est un peu compliqué quand même. Donc, et le mec est resté quasiment jusqu'au bout, donc c'était trop chouette. Et le mec était trop content d'aider, il en chiait comme pas possible, mais il était trop content. Parce que, il me semble que dans un autre podcast, j'avais entendu que il est arrivé qu'il y ait des amis à vous qui viennent sur des voyages. Ouais, carrément. Ouais, plusieurs fois. Et du coup, c'était une de mes questions. Et maintenant, plus souvent, vous partez que tous les deux? Ouais, en fait, on part beaucoup tous les deux. Après, en fait, les potes, c'était beaucoup pendant le tour du monde. Donc, c'était avant que ce soit pro. Là, maintenant, j'avoue, quand c'est entre guillemets pro, enfin, tu sais, nous, on est un peu en mode, ouais, on est un peu en mode boulot. On a des contenus à produire, on sait ce qu'on doit faire et tout. Et en vrai, je pense que c'est moins sympa de voyager avec nous quand on bosse parce qu'on n'est pas hyper disponible mentalement, tu vois.
Mais pendant le tour du monde, c'était trop cool parce que quand on est parti en Amérique du Sud, on a 2 potes qui sont partis faire un tour d'Amérique du Sud au même moment. Donc ça, c'était incroyable. On était trop contents de les retrouver et tout. C'était vraiment génial. On a une pote qui était aussi au Chili en service civique ou équivalent. Donc trop bien, tu vois, de pouvoir voyager avec tes potes qui vivent sur place et tout, c'était trop cool. Et après en Nouvelle-Zélande, on a croisé une pote qui était en PVT là-bas, qui nous a aidé avec nos bagages parce qu'on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, mais on n'avait pas anticipé le côté bagages. On s'était dit on trouvera bien une carriole sur place. On verra bien, tu vois. Bon, on n'a pas trouvé de carriole, donc heureusement qu'elle était là. Et Nico, du coup, notre pote et ancien associé, qui est venu aussi en vacances. Et en fait, il faisait la voiture balai. Et du coup, lui, le matin, il embarquait les bagages, le fauteuil, et puis il nous retrouvait le soir. Et il faisait sa vie pendant la journée. Franchement, c'était trop cool. Et du coup, finalement, pendant les 7 mois de tour du monde, on a pas mal été avec des potes au final. Ouais, franchement, c'était hyper cool. Sachant qu'il y en a d'autres pendant la partie Afrique et Asie qui devaient nous retrouver aussi, pour justement qu'on profite un peu avec eux et qui vivent avec nous, tout ça. Et du coup, Covid. Ouais. Donc, non. Mais Covid, ouais. Moi, alors, une petite anecdote comme ça, mais j'ai trouvé la partie Nouvelle-Zélande en tandem respect total. Parce que c'est pas anodin. Nous, avec Camille, on a traversé une partie de la Bretagne à vélo en tandem, avec la carriole à côté. On s'est rendu compte que chaque montée, il fallait pédaler pour éviter que le tandem parte en arrière. Enfin, c'était une grosse découverte pour nous. Du coup, quand je vous ai vu traverser la Nouvelle-Zélande, j'ai fait oh, les machines. Ouais. C'est une belle aventure le tandem. C'est un peu risqué quand on est en couple. Mais, comme le kayak. Le kayak. Mais ça y est, on a enfin trouvé comment fonctionnait un kayak. On arrive à aller droit en kayak. J'avais entendu une interview où il y en a un de vous qui disait non mais de toute façon on n'arrive pas à aller droit. C'est ça. Non mais ça a été une révélation. C'est depuis la semaine dernière qu'on s'est pagayé à 2. C'est vrai. C'est la première. Alors que ça fait genre 25 fois qu'on fait du kayak et ça fait une semaine qu'on sait le faire à 2. C'est mais beau, génial. Ça C'était quoi la clé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Arrêtez de pagayer trop fort à l'arrière. Et comme c'est Myriam qui est à l'arrière. Non mais en fait moi il est en train de dire que tu bourrinais jusque là. Exactement, je crois qu'il est un peu en train de dire que c'est de ma faute, j'ai l'impression. Oui, complètement. non mais en fait en effet moi je suis souvent à l'avant parce que comme j'ai l'omoplate gauche qui a été un peu abîmé au Bataclan et en fait quand on pagaie je donne des petits coups et à l'avant parce que j'ai rapidement mal aux trapèzes etc. Et en fait donc c'est Myriam qui est malheureusement derrière en train de gérer la direction comme elle peut avec un gros tas devant et j'aurais pas dit mieux. Voilà. Et en fait, à chaque fois, dès qu'on partait un petit peu, elle essayait de compenser très fort. Et en fait, c'est comme sur un bateau. Quand tu compenses très fort, tu tournes très fort. Et donc là, elle a arrêté de compenser trop fort. Et elle donne, elle effleure l'eau comme une plume. Et maintenant, on arrive à aller droit. Non, le petit côté lâcher prise, tu vois. Avant, en fait, dès qu'on partait un tout petit peu à gauche, genre moi, je bourrinais de ouf pour essayer de remettre. Mais sauf qu'en fait, du coup, quand tu bourrines trop, tu fais un angle droit, tu vois. Et t'as quand même une inertie sur un bateau qui fait que, t'as des trajectoires qui sont pas immédiatement, tu vois, changeables. Et donc, du coup, j'ai lâché prise. Mais du coup, tous nos voyages qu'on a pu faire, tous les trucs, les activités kayak qu'on a pu faire, on est souvent en groupe. Évidemment parce qu'on n'est pas tout seul, mais à chaque fois on était les derniers quoi, on était à l'autre bout et tout, putain on va jamais y arriver et tout et du coup on coupait le son des GoPro pour faire genre c'est mignon et tout, tu remettais de la musique dessus mais si tu remets le son t'as des insultes quoi. Justement c'était une de nos questions parce que quand même on se disait bon ce qui ressort beaucoup de chez vous c'est votre amour, la joie. Non mais c'est ça, votre couple et votre amour, et on se disait non mais on va quand même leur poser la question, est-ce qu'ils s'engueulent des fois? Ah mais on s'engueule tout le temps, mais c'est mignon, ça va. Oui, non, mais après on s'engueule quand c'est des montées, etc., dans les randos, etc., là on sait sans se regarder, on sait quand Myriam doit venir pousser, etc., il y a un vrai truc, mais c'est les activités en duo, kayak et vélo, c'est les plus problématiques, c'est pour ça que le Danube, on l'a pas fait en tandem. Hein. Et, c'est pas faux. C'est pas faux. Enfin après, parle-en, du coup, le marathon des sables, là, cette année, on l'a fait avec ma sœur. Donc on est 3 dans l'équipe. Il y en a un qui pousse derrière, un qui tire devant et Pierre qui pousse sur ses roues. Faudrait lui poser la question de savoir si on s'engueule, tu vois, parce que je pense que... Non, mais après, c'est différent. Tu dors en tente, tu te lèves à 4 du mat. Là, en plus, il y avait du vent toute la nuit pendant 3-4 jours, donc c'était un peu... Non, mais ça va. En vrai, c'est toujours assez mignon. C'est juste que dès qu'il y a un sujet de direction commune, il faut un peu d'adaptation. Voilà, c'est important. Mais en vrai, j'ai envie de dire, comme tout le monde, quoi. Ouais, carrément. Nous, on vient ensemble tout le temps. C'est pour ça. Ils travaillent ensemble. Voilà, c'est ça. Et ils sont dans le sable ensemble, dans les tempêtes de sable, par exemple.
C'est la seule différence. Ouais, Finalement. c'est la seule différence. C'est pas dans la cuisine, quoi. Exactement. D'ailleurs, le marathon des sables, alors c'est rigolo parce qu'en fait, on était au Maroc quasiment en même temps. Vous étiez en train de faire le marathon des sables, moi j'étais dans l'Atlas. On s'était contacté juste avant ou juste à ce moment-là. C'était la deuxième fois que vous faisiez le marathon. Deuxième fois, ouais. L'an dernier, en 2023, la première fois, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un en fauteuil qui faisait le marathon des sables. Ouais, il y a déjà eu des joëlettes sur le Legendary. Donc la joëlette, c'est chaise à porteur sur roue. Et ça, il y en avait déjà eu sur le 250 km. Et en fait, sur un vrai gars en fauteuil qui a envie de pousser, il n'y en avait jamais eu. Et en fait, Myriam, en février 2023, on se baladait sur leur site internet. Et en fait, il y a écrit accessible à tous. Parce que en soi, tu peux marcher pour faire le marathon des sables. Et Myriam qui est allée sur Insta en leur disant accessible. Et en fait, Ferdinand, donc responsable com, s'est trop chauffé. Cyril, qui a créé le half marathon des sables, a adoré le concept. Et en fait, ils se sont complètement motivés pour se mettre en contact avec Vipamat, donc qui est la marque de fauteuil 3 roues que tu peux voir sur les marathons de route, etc. Et ils ont un modèle de ce fauteuil-là avec des roues cross, donc des roues beaucoup plus larges. Et en fait, les mecs nous ont prêté un fauteuil l'année dernière. Et ça a trop bien marché. On a fait 55 km en 3 jours, parce que du coup, c'est sur 3 jours que tu cours les différentes étapes. Et ouais, en fait, le spot marche trop bien. Il y a un lac à sécher. Là, il y a des dunes. Les concurrents nous ont aidés à passer les dunes. Et en fait, ça a créé un vrai engouement. Et en fait, les gens étaient vachement curieux de voir comment ça fonctionnait, etc. Et du coup, à la fin du marathon l'année dernière, on leur a dit est-ce que vous voulez faire grossir un peu le truc, voir comment ça peut marcher? Et en fait, Cyril était là. En fait, moi, je veux créer les compétitions de course en fauteuil dans le sable. Donc là, cette année, il y avait 9 autres équipes avec nous. Et donc, on était au total 30. Il y a eu 30 finishers. Et sachant que pour le scratch, c'était plus simple de le calculer sur la dernière étape, parce qu'on a tous fait la même distance, donc 25,6 km. Et la première équipe en fauteuil est arrivée 100e sur 630 participants. Ils l'ont fait en 3 heures. Et c'était incroyable. Enfin, les mecs se sont donnés à fond. Et voilà, et les derniers ont fait en 7h30, mais ils ont terminé. Ils étaient malades comme des chiens. Et donc ça, c'était ouf aussi. Et en fait, chacun est allé à son rythme. Et donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et du coup, là, on les voit dans pas longtemps. Mais je crois qu'ils ont envie de vraiment ouvrir les inscriptions à tous pour l'année prochaine. Et de vraiment créer un vrai truc, une plateforme pour si t'es handi et justement t'as pas de coéquipier, ben on va te mettre des coéquipiers valides qui sont dispo, etc. Donc il y a un vrai truc. Évidemment, tout le monde ne peut pas y participer, mais voilà, il y a une possibilité énorme qui s'ouvre au monde du fauteuil et au monde de l'ultra trail. Ouais. Et dans l'événementiel, c'est unique, ça, dans l'événementiel sportif, cette démarche. Ouais, je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très cool qu'il y ait ce. Enfin, tu vois, franchement, Marathon des Sables, moi, je suis trop fan d'eux. Tu vois, c'est des experts absolus de la logistique. Les mecs, ils développent des destinations dans tous les sens, etc. Ils auraient pu se dire, c'est bon, ça me suffit. Tu vois, j'ai pas besoin en fait de concurrents supplémentaires. Ce qui est le cas d'ailleurs. Ils sont à guichet fermé en permanence. Mm-hmm. Et en fait, ils se sont dit, mais non, c'est trop con. Enfin, on veut que tout le monde puisse participer, tu vois. Et ils ont vraiment, ils ont mis tous les moyens, quoi, parce que ça leur coûte de la thune en fait de faire ça quand même. Tu vois, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est du temps de disponibilité des équipes, etc. qui font ça en plus de tout ce qu'ils font, qui est déjà incroyablement lourd, tu vois. Et c'est trop cool parce qu'ils ont dit, bah non, mais si on veut le faire, quoi, on veut absolument et ils font ça trop proprement, quoi. C'est-à-dire que nous, on bossait avec eux, mais du coup, ils ont vraiment travaillé sur l'accessibilité du bivouac avec nous. Enfin, en gros, c'est nous qui leur avons fait les recos, mais c'est eux qui ont acheté le matos. Ils ont investi et ils ont négocié ce partenariat avec Vipamat pour avoir des fauteuils prêtés cette année pour 10 équipes. Enfin voilà, on verra comment ça continue pour les années suivantes, mais ils sont trop chauds et c'est génial, quoi. Parce qu'en vrai, ils étaient pas du tout obligés et ils ouvrent la voie à ce que d'autres événements aient envie potentiellement de faire la même chose et ça, c'est énorme. Ah ouais, ça c'est... Surtout qu'ils ont un parcours après au niveau mondial, ils ont plusieurs... Ça peut commencer dans le désert du Maroc, mais après ça peut aller sur leurs autres c'est ça. Leurs autres épreuves. L'idée, il faut qu'on en rediscute avec eux, mais voilà, nous, on sait qu'il y en a 2 autres qui sont plus faisables que parmi tous les destis, parce que la Namibie, le Pérou, c'est très très sable, donc là c'est impossible. Mais Fuerteventura et la Cappadoce, eux semblent ceux qui pourraient être les autres destinations ouvrables
en fauteuil parce qu'il y a un peu, c'est plus roulant, il y a un peu moins de sable, etc. Mais voilà, ça c'est à voir s'ils ont envie d'ouvrir d'autres ou s'ils veulent capitaliser d'abord sur le Maroc. Évidemment, de manière, une fois que tu as investi là-dedans, parce que c'est, en effet, ce que tu disais, c'est beaucoup de sous investis de leur part. Et donc, est-ce qu'ils capitalisent d'abord sur Indesti et, pour vraiment voir si ça marche pour avant d'ouvrir d'autres, ouais. Et je te regarde. Oui, t'avais une question? Non, c'est trop bien parce qu'au final, encore une fois, c'est l'humain qui est mis en avant, quoi. Ouais, carrément. C'est aider l'humain, donc bon, je trouve ça chouette. Non, c'est trop cool. Dans toutes les destinations que vous avez fait, dans toutes les aventures que vous avez vécues, c'est votre top 1, c'est quoi? Ah, t'es dur. Ouais, je suis hyper dur. Mais en fait, je suis hyper dur. Ouais, c'est hyper dur. Franchement, top Puis en 1, plus, c'est je pense dur. qu'on vous l'a déjà posé cette question-là, mais que plus le temps passe, plus ça devient dur. Ouais, bah oui. Direct. Ah oui, forcément. Tu vois. Non, forcément, c'est super compliqué. Non, mais dans les Top pays 1. qu'on a pu vivre, quand on sort de l'expérience aventure et parce que évidemment en top 1, je pense que ça c'est le Kilimandjaro qu'on a pu faire en 2022. On a gravi la montagne pendant une semaine, on est arrivé à 5566 mètres d'altitude et après on a dû faire demi-tour parce que ça devenait un peu trop dangereux. Mais ouais, non, ça c'est l'aventure d'une vie de grimper une montagne comme ça. Mais et après en termes de destination, enfin c'est il y a l'Argentine qui est folle avec ses milliers de kilomètres de route aquarenta qui traverse le pays du nord au sud. Où tu vois des lamas partout, etc. Et là, on revient de Namibie et on n'a qu'une envie, c'est y retourner. En fait, c'est tellement beau. Ce qu'on se disait, là, on voit les immeubles, c'est cool hein, depuis chez nous, mais quand tu sors de Windhoek, qui est la capitale, tu fais 1 kilomètre après, il n'y a plus rien. Enfin, il y a littéralement plus rien. Et t'as des oryx, t'as des gazelles tout de suite. Enfin, c'est fabuleux. Enfin, ouais, non. Sachant que Windhoek, c'est une capitale à 400 000 personnes. Donc en fait, déjà forcément, tu vois, assez vite, tu sors, il y a plus grand chose, quoi. Ouais. Et le pays fait 3 fois la taille de la France, ils sont 3 millions. Bon, Ouais. le parc, un des Ça, plus ça gros, laisse de la place ça sur laisse les de grands la place, espaces, ouais. quoi. Tu vois, c'est un pas des mal. plus gros parcs nationaux du pays fait la taille de la Suisse. Bon, ouais, voilà, ça donne des bases sur le dimensionnement du pays. T'as les dunes qui se jettent dans l'océan. Enfin, non, c'est fabuleux cet endroit. Ouais, c'est... J'ai les images dans la tête, là. Du coup, on n'a pas répondu à ton top 1, comme tu pourras le Bah constater. non, vous êtes passé à côté de Ah, la c'est trop question dur. tranquillou. C'est trop Trop dur. Ouais, mais je comprends. En tout cas, ces multiples destinations, ça donne envie de continuer de vous suivre. Alors aujourd'hui, via les médias, justement, comment est-ce qu'on vous suit, justement, pour les auditeurs? Alors, nous, du coup, on est pas mal sur les réseaux, mais on est beaucoup sur Instagram, pour être tout à fait honnête. On a eu feu une chaîne YouTube, mais ça nous prenait vraiment beaucoup de temps et on peut pas tout faire en même temps. Donc, on est sur Instagram, sur le compte Wild World, donc le monde sur des roues, en gros, en anglais. Et ensuite, il y a le blog, du coup, pour ceux qui veulent des itinéraires un petit peu plus détaillés, etc., et plus d'infos sur le matos qu'on utilise et autres. Donc wildworld.org. Voilà, c'est plutôt là qu'il faut nous suivre a priori. Et LinkedIn est pour les conférences ou comment? Et LinkedIn, Merci de me tourner le couteau dans la plaie. Et je suis désolé, désolé, je voulais Non, pas. LinkedIn, on n'est pas fort du tout. Il faut sur le qu'on s'y sujet. mette. Il faut qu'on s'y mette. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas. Justement, c'est ce que disait Myriam plus tôt, mais c'est hyper galère pour nous de tout gérer. On n'est que tous les deux. Et de justement réussir à avoir une voix partout, c'est hyper dur, c'est hyper chronophage. Et en effet, quand on essaye de développer nos conférences, on met 6 mois d'échange pour obtenir une conférence et au bout d'un moment, parfois, ça marche même pas. Donc, c'est hyper long et voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à le développer pour qu'on arrive à faire entendre notre petite voix à notre niveau et qu'on arrive à faire passer nos messages sur ce réseau qui est en effet hyper important pour le côté pro. Mais voilà, faut qu'on s'y mette. C'est pas grave. Pour les auditeurs, ils vous contacteront via Instagram et s'ils ont envie de vous avoir en conférence, ça sera via Insta. On est Et dispo. ils peuvent aussi nous écrire sur LinkedIn, c'est juste qu'on n'y est pas très présent. Mais donc Myriam Cabon et Pierre Cabon, n'hésitez pas à nous écrire, on est chaud. Et il y a votre livre aussi? Oui, tout à fait. On peut redonner le nom? Ouais, le livre s'appelle Un éclat dans le noir. Il a été publié chez Fayard en 2021. Et il doit en rester quelques exemplaires en librairie. Parfait. Et on leur pose la petite question pour finir.
au vu du moment qu'on a passé ensemble, on voulait avoir votre définition d'un héros minuscule. Vas-y. Évidemment. Quel lâche. Non, je pense que, pour moi, la définition d'un héros minuscule, c'est des gens qui sont pas des héros au sens super-héros du terme. C'est plutôt des gens qui font ce qu'il faut à leur échelle pour essayer de faire bouger les choses dans des domaines qui les concernent et qui les intéressent. Donc l'idée, c'est d'avoir des petits combats du quotidien, chacun à son échelle. Et pour moi, on est tous des héros minuscules, mais à partir du moment où on essaye de faire bouger quelque chose qui ne nous convient pas ou qui nous semble inadapté, en tout cas. Et voilà, c'est ça ma définition. Pierre, t'es d'accord? Tout ce qu'elle a dit. Ça va, ça vous va? Ah non, mais c'est très personnel, mais moi, personnellement, justement, je trouve ça très beau. Et oui, ça me... C'est drôle parce qu'à chaque fois, en fait, on pose cette question-là à nos invités et puis on leur donne pas, nous, notre définition. Mais à chaque fois, ils nous demandent c'est bon? Ça vous va? Oui, c'est bon, j'ai bon? C'est quand même vous qui l'avez conceptualisé, donc tu vois. Non, on a nommé un concept, je pense, qui est humain, tu vois. Au vu, tu vois, justement, parce que tu parlais des défis, de faire bouger les choses, vous, c'est quoi les choses sur lesquelles vous allez mettre de l'énergie là prochainement, ou les choses que vous avez envie de faire bouger actuellement? Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine du voyage, je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire grandir, parce que on en parle à notre niveau, etc., auprès de notre communauté, mais je pense qu'il y a un vrai besoin de sensibiliser les acteurs du tourisme, et c'est eux qui vont réussir à faire bouger les choses par la suite. Nous, on essaye de montrer que c'est accessible de pouvoir voyager, mais si derrière les infrastructures ne sont pas là pour pouvoir accueillir les personnes, c'est sûr que ça va jamais marcher et ça va pas permettre aux gens de s'épanouir dans le voyage. Donc on a échangé rapidement avec les aéroports de Paris, avec les offices du tourisme des différents pays avec lesquels on travaille. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que comme c'est eux qui nous planifient les séjours qu'on fait, à chaque fois qu'on échange avec eux et qu'on débrief, ils sont là. Ah ouais, en fait, c'est galère. Bah ouais, c'est bien que tu t'en rendes compte. Et donc en fait, c'est chouette que eux-mêmes se mettent dans la galère et en fait percutent que quand t'es en fauteuil, en fait, t'en chies beaucoup plus que les autres quand tu veux aller quelque part. Et en fait, c'est une super opportunité et je pense que c'est la seule fois où quelqu'un d'un office du tourisme se rend compte qu'en fait, quand t'es en fauteuil, oui, en effet, il va falloir passer plus de temps à chercher un hôtel, chercher un hébergement, parce que, tiens, on va lui dire, oui, c'est accessible. Puis quand il arrive, en fait, il y a 4 marches pour entrer dans l'hôtel. Bah oui, parce que c'est accessible, l'espace de vie est accessible. Oui, mais est-ce que tu as pensé aux extérieurs? Est-ce que tu as pensé aux salles de bain? Et donc voilà, donc nous, c'est tout ça qu'on a essayé d'apporter, cette vision-là. Et je pense que oui, il y a un marché énorme qui s'ouvre devant nous. Mais ouais, on espère que ça va pouvoir bouger dans les prochaines années. Ouais, je pense qu'en fait, au-delà du tourisme, quelque part, tu vois, là, on rentre un peu dans le monde du sport, avec, notamment avec le Marathon des Sables. Mais même effectivement, avec ce qu'on fait avec Nomades Aventure et tout, je trouve qu'il y a un fort potentiel de médiatisation, notamment le Marathon des Sables a quand même vachement, nous a amené à parler beaucoup sur différents plateaux télé, à la radio, etc. Et en fait, je trouve que c'est qu'un prétexte, en fait, quelque part, l'aventure, le voyage, le sport, c'est un prétexte pour parler justement d'accessibilité. Et moi, ce que j'aimerais, c'est aussi que les messages qu'on fait passer dans le sport, par exemple, soient perçus et compris par des personnes qui bossent dans tous les domaines de la société, en se disant, en fait, à notre échelle, on a la possibilité d'ouvrir nos produits, nos services, nos établissements à des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui sont des personnes à mobilité réduite, ou toutes les autres qui sont en situation de handicap d'ailleurs, et de se dire si j'essaie de réfléchir un petit peu, pas uniquement à mon prisme et à mes propres contraintes, mais aussi à celles qui potentiellement peuvent se présenter à d'autres personnes, en fait je vais pouvoir faciliter vachement la vie des gens en moi faisant un effort minime, si je le pense dès le départ. Et pour moi c'est ça le message en fait, nous on parle de tourisme, il y en a d'autres qui parlent d'autres secteurs, mais en fait c'est que tous ces messages là ils se regroupent pour porter une voix qui est que en fait, les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap en général, c'est des gens qui font partie de la société. Ils ont les mêmes droits, ils ont ils ont des besoins spécifiques, mais ils ont les mêmes besoins d'accès aux infrastructures et aux services. Et du coup, si on y met tous un petit peu du nôtre, ce sera quand même beaucoup plus facile pour plein de gens.
Parce qu'aujourd'hui, t'as quand même 12 millions de personnes en situation de handicap en France. C'est 1 Français sur 5. Ouais, c'est énorme. Voilà, je crois que c'est 1 milliard de personnes dans le monde. En fait, tu peux pas continuer à penser que c'est un non-sujet, en fait. Il faut vraiment le penser dès le départ. Ouais. Et en plus, il y a un potentiel, enfin, encore une fois, le tourisme, mais il y a un potentiel, il y a un budget énorme que les personnes pourraient dépenser et ne peuvent pas et ne veulent pas parce que justement, elles ont trop peur ou ça pose trop de problèmes pour elles. Et en fait, il y a tellement d'incompréhension des besoins d'une personne à mobilité réduite aujourd'hui, on s'en rend compte tous les jours. Hein. Et en fait, si seulement il y avait une petite sensibilisation minime serait-elle, ce serait énorme pour justement permettre de développer ça, permettre en fait que tout le monde se sente à l'aise de voyager. Encore une fois, aux États-Unis, tu te balades dans la rue, il n'y a personne qui va te dire attendez, je vais vous filer un coup de main parce que tout est accessible. Et quand tu te balades en France, etc., il y a des regards, il y a une méconnaissance du monde du handicap qui fait que, en fait, comme il n'y a pas de sensibilisation dès l'école, parce qu'à l'école, elle n'est pas accessible, en fait, tu vois pas de personnes en fauteuil, ils sont obligés d'aller dans des établissements spécifiques, alors qu'une personne en fauteuil, elle n'a pas forcément besoin d'être dans un truc avec des aides, etc. Si l'école, il y a une rampe, elle peut aller en classe, en fait. Donc c'est ça qui... tout commence par là. On le voit, ça commence par l'éducation. Et après, c'est aussi par l'exemple. Enfin, on voit Paris, par exemple... c'est pas du tout adapté au handicap. Enfin, le métro, pas partout. On habite dans le nord de Paris, il y a des rues avec des escaliers au plein milieu. Enfin, c'est aberrant, quoi. Souvent, on dit ouais, mais c'est pas bon pour les poussettes. Ouais, mais c'est pas bon pour le handicap aussi, quoi. C'est clair. Si c'est bon pour une personne en fauteuil, c'est bon pour une poussette et inversement. En fait, Ouais. C'est ça qui Et c'est ça qui est doit encore motiver, difficile à comprendre. Ouais. Moi, je m'en suis rendu compte parce que tout ce que vous me racontez là, ça m'évoque. Moi, depuis peu de temps, enfin, je me retrouve à bosser dans le parasport, enfin le sport notamment en tennis. Et c'est en étant valide et en se mettant dans un fauteuil qu'on comprend beaucoup de choses. Et en fait, il faut que les valides fassent cet effort-là. Comme tu disais, par exemple, pour le commercial de Nomade Aventure qui s'est dit, putain, c'est galère, en fait. À partir du moment... Par contre, ça fait un déclic fort. On le perçoit tout de suite. Avec Camille, on s'est retrouvés à faire du tennis fauteuil. C'était une sacrée expérience. Sport. Ouais, rouler avec la raquette dans la main, c'est autre chose. Oui, voilà, déjà, claque. rien que ça. Coordination dont tu as C'est besoin, ça. c'est un truc de fou. Ah ouais. Rien que ça. C'est n'importe quel athlète qui est dans un fauteuil a dû réapprendre toute une motricité, enfin pour certains. Enfin, c'est incroyable, c'est un vrai effort. Et je m'étais fait la remarque avec les entraîneurs, c'est que les fauteuils sont pas du tout adaptés encore. Même dans le sport de haut niveau, ils sont pas au point où ça devrait être. Ils sont lourds, enfin, personne s'est penché dessus. Et moi, je me suis dit, mais comment c'est possible que personne se soit penché sur ce sujet-là et je me suis dit, mais quelqu'un qui est amateur, qui était sportif, qui a un accident dans la vie et qui se retrouve dans un fauteuil, non seulement après on lui dit, bah maintenant tu vas être dans un fauteuil, puis c'est cher, puis c'est moche, puis c'est lourd. Et puis il faut surtout pas que tu te laisses abattre et que tu ailles quand même, faut que tu sortes. Et il faut mettre du matos adéquat. En fait. Ouais, c'est clair. Bon, ça commence à bouger quand même. Il y a des petites innovations qui arrivent, etc. Mais ce qui est toujours compliqué, en fait, c'est ça, c'est que c'est de l'innovation, c'est du sur-mesure, beaucoup, les fauteuils. Et du coup, du sur-mesure, ça veut dire rupture de chaîne de production, tu vois, c'est pas des trucs produits en masse, etc. Et donc, ça coûte une blinde. Et c'est ça, en fait, toute la problématique, je trouve, du matos handi, et notamment sur du handisport qui est très spécifique, c'est que c'est pas de la production à la chaîne, ou très peu. Et donc, ça coûte une fortune. Et du coup, c'est très compliqué d'arriver à, en même temps, offrir ça à tout le monde à des prix raisonnables et de continuer à faire des matos qui sont performants et qui sont adaptés à la personne, parce que tout ce qui est adapté par définition est sur mesure. C'est très compliqué, ce truc-là. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, les amis. Est-ce que y a quelqu'un d'autre que vous aimeriez entendre au micro de Héros Minuscule, quelqu'un qu'on pourrait aller voir de votre part au vu du moment Ouais, il y a bien une personne, enfin il y a plusieurs personnes auxquelles je pense. Le problème, c'est qu'on bosse quand même dans un domaine, tu sais, on est entouré d'entrepreneurs handi qui font des trucs tous de ouf. Mais du coup, allez, il y en a, moi il y en a 3 auxquelles je pense. 3 meufs. 3 meufs en fauteuil.
Il y a Olivia Vatine qui a créé un voilier accessible. Donc elle est tétraplégique et c'est un voilier de 18 mètres, je crois, qui est rendu accessible en fauteuil par ses soins et qui navigue pour l'instant à la journée, mais qui a de grands projets de navigation potentiels. Elle est à Marais-La Rochelle. Il y a Charlotte Allot qui a créé une marque de trottinette adaptée au fauteuil roulant et qui aujourd'hui permet à des gens qui sortaient plus beaucoup de chez eux d'aller se balader tu vois, avec leurs potes, en famille, à vélo, etc. Et eux, ils suivent en trottinette électrique qu'ils ont juste à clipser du coup sur leur fauteuil. Et après, il y a Caroline Fruchot qui porte beaucoup justement la voix des Andis sur les sujets d'accessibilité, de sensibilisation sur LinkedIn. Bon, du coup, j'avoue, je balance un peu mes potes, hein, mais en vrai, voilà, c'est 3 personnes que je trouve hyper inspirantes et qui font des efforts, tu vois, au quotidien pour parler de tout ça et pour faire en sorte que les choses changent. Donc, parfaitement ma définition du héros minuscule, du coup. Super, ben, merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous. Ouais, merci à vous, c'était trop cool. À bientôt et tout le meilleur. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscule. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.